Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau séminaire Climact. Je m'appelle Charmy Lino et je suis responsable de projet chez Climact. Je serai la modératrice de cette séance aujourd'hui. Séance qui traitera, comme à l'habitude, d'une thématique liée à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Le sujet du jour aujourd'hui, très intéressant, la décarbonation de la mobilité. On va s'entretenir avec Vincent Kaufmann et Nouria Medir Benito sur le sujet. On va d'abord démarrer avec une présentation de Vincent Kaufmann. On aura ensuite une période de questions liée à sa présentation. On poursuivra avec Nouria. On aura une autre période de questions et la séance se terminera vers 1h15. Comme vous pouvez le constater de par mon introduction et la diapositive que je partage, la séance se déroulera en français, mais sentez-vous bien à l'aise le moment venu de poser vos questions en anglais et nos intervenantes pourront répondre en anglais également. Justement, comment ça se passe au niveau des questions? Vous pourrez, le moment venu, lever votre main digitale ou simplement ouvrir spontanément votre micro, votre caméra pour poser vos questions. Le chat est également à disposition si vous préférez cette option. Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre premier intervenant, Vincent Kaufmann. Après des études de sociologie à l'Université de Genève et un doctorat S-Sciences de l'EPFL, Vincent Kaufmann part en postdoc à l'Université de Lancaster, puis à l'École des ponts Paris-Tech. En 2003, il revient en Suisse après avoir été nommé professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'EPFL. Depuis 2010, il est directeur scientifique du Forum Vie Mobile, une fondation basée à Paris dédiée à la recherche sur la transition écologique des mobilités et des modes de vie. En 2015, il fonde le bureau d'études BMH, qui est une spin-off de son laboratoire de l'EPFL. Il a publié à ce jour une vingtaine d'ouvrages et plus de 200 articles scientifiques. Bien, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer de. Alors, évidemment, ça va être très résumé, hein, entre 15 et 20 minutes d'exposé, de balayer quelques enjeux qui me semblent importants autour des questions de mobilité et de décarbonation, peut-être. D'abord, pour commencer, en plantant le décor. Ah, pourquoi je n'arrive pas à passer mes slides? Ah, voilà. Ah, il y a un gros temps de retard. Peut-être un premier élément qui me semble absolument essentiel à rappeler. Voilà, d'abord, peut-être l'accord de Paris, hein, ses objectifs, voilà, 2030, moins 45% des émissions carbone à l'horizon mondial, 2050 neutralité carbone. Et puis voilà, ça c'est juste peut-être une piqûre de rappel, je pense que tout le monde connaît ces chiffres, mais dans le domaine des transports, ben, voilà, on a le premier secteur émetteur en Suisse. Alors ça dépend comment on mesure, hein, mais on est entre 32 et 38% des émissions. Ça dépend un petit peu comment on découpe les secteurs. Donc on est dans quelque chose qui est très très important. Euh, un des plus gros secteurs émetteurs, en Suisse le premier. Euh, Ces émissions, elles sont encore en croissance aujourd'hui et selon les prévisions de l'OCDE pour 2050, on attend même encore une croissance significative de ces émissions dans le secteur des transports. Donc on est dans un domaine qui à la fois est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre et qui en plus n'est pas sur une tendance très réjouissante en termes d'émissions. Peut-être la dernière ligne là, que vous avez sur ce slide, peut-être voilà, est un premier élément sur lequel j'avais envie peut-être d'adosser mon propos aujourd'hui. L'ONU a identifié 3 grands leviers d'action mobilisables dans le domaine de la mobilité et des transports pour essayer pour limiter finalement l'impact carbone. Donc, ces 3 mots là que vous avez sous les yeux, avoid, shift, improve. Donc, avoid, c'est l'idée d'éviter les déplacements mécanisés et motorisés, plutôt motorisés, qui seraient inutiles, hein, la surmobilité, faire loin ce que l'on peut faire plus près. Donc, ça, c'est la première stratégie qui a été identifiée.
Deuxième levier intitulé Shift, donc ça c'est l'idée du report au niveau des moyens de transport entre la voiture et l'avion, qui sont les deux moyens de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre vers les transports en commun, vers le train en particulier, et le vélo électrique. Donc, deuxième grand levier. Et puis, Improve, le levier voilà, de l'innovation technologique, du passage à l'électrique, de l'optimisation des systèmes de transport, qui est le troisième levier. Donc, les deux premiers leviers, ils renvoient plutôt à la demande, et puis le dernier plutôt à l'offre. Donc, ce qui est très intéressant avec ces trois leviers, quand on commence à se plonger dans la littérature, et là, je m'adosserai à une recherche qui a été menée, qui a été terminée en 2021 par deux chercheurs britanniques et leurs équipes, Tim Creswell et Peter Adey. Ces deux chercheurs se sont intéressés à 14 pays, là, dont vous avez sous les yeux la carte, et ont cherché à regarder de près leur stratégie pour atteindre la décarbonation dans le domaine, voilà, dans le domaine des transports. Et ils font un constat qui est saisissant et que je vous livre, c'est que voilà, on a vu qu'il y avait trois stratégies qui avaient été identifiées par l'ONU pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et bien dans ces 14 pays, il n'y a pas la Suisse dans les 14 pays, mais je pense qu'on pourrait faire le même constat pour la Suisse. Eh bien, tous les pays misent sur Improve, c'est-à-dire l'optimisation des systèmes d'offres, le passage à l'électricité, notamment dans le domaine de l'automobile. Et par contre, aucun ne mise de façon importante, à part la Norvège, sur les leviers de report modal, donc shift, et le levier avoid. Et ça, c'est un constat qui est absolument saisissant. Je pense qu'on pourrait faire les mêmes observations en Suisse et qui interroge sur les stratégies de décarbonation. Alors, les chercheurs, donc Creswell et Adey, ont évidemment cherché à identifier ce qu'il y avait derrière ces choix. Et derrière ces choix de politique publique, il y a l'idée qu'il il est perçu par les pouvoirs publics comme extrêmement dangereux de travailler sur les modes de vie, c'est-à-dire les leviers particuliers, les leviers associés à la demande, et notamment voilà, l'évitement des déplacements et le report modal. Et après une série d'entretiens qu'ils ont eu l'occasion de mener avec des décideurs politiques dans ces différents pays, voilà, ils font ce constat qu'il y a une espèce de peur panique voilà, de toucher au mode de vie. Et donc, c'est pour ça que finalement, on essaie de se contenter du passage à l'électrique, plus de quelques gadgets de type Mobility as a Service, des applis d'optimisation dans l'utilisation des transports, et puis qu'on espère atteindre la neutralité carbone finalement avec ce type de dispositif. Malheureusement, en ne misant que sur le levier Improve, de très nombreux travaux de recherche montrent qu'on est très loin du compte. Là, vous avez sous les yeux un tableau qui est issu d'un travail que l'on a réalisé à l'EPFL pour le compte du canton de Genève il y a maintenant 2 ans, où le ministre en charge de la mobilité, Serge Dalbousco, à l'époque à Genève, nous a posé son département nous a posé la question en disant la neutralité carbone à l'horizon 2050 dans le domaine des transports, est-ce que c'est atteignable à Genève? Et si c'est atteignable, quelle stratégie est-ce qu'il faut entreprendre? Donc c'est un mandat d'expertise un petit peu appliqué, mais qui était absolument passionnant parce que moi, il m'a amené à dialoguer avec toutes sortes de collègues à l'EPFL, de me documenter sur toute une série d'études et de travaux qui avaient été mandatés par le canton de Genève. Et ce qu'il ressort de ces investigations, c'est que
D'abord, oui, il est possible d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la région genevoise dans le domaine de la mobilité à l'horizon 2050, mais que pour ce faire, il faut travailler sur les 9 cases de ce tableau. donc, donc, il faut travailler sur les 3 lignes, hein, alors le improve, le shift et le avoid, et puis il faut travailler à différents niveaux. Hein, ce que vous avez comme les 3 colonnes, valeurs et croyances, pratiques et morphologie, elles renvoient au palier en profondeur d'analyse de Gurvitch. Enfin, c'est une manière de présenter les choses, mais donc il faut travailler évidemment la question des pratiques, travailler les offres au sens large, hein, ça c'est ce que vous trouvez dans la colonne consacrée aux morphologies, et puis aussi travailler sans doute sur, enfin non, pas sans doute, travailler aussi sur les valeurs et les croyances, transformer la culture de la mobilité. On vit dans un monde, et je pense que le monde académique dans lequel je me situe est particulièrement marqué par ça, où on valorise énormément la vitesse, le lointain. Autant aller à un colloque à l'autre bout du monde, ça reste quelque chose de très prestigieux. Voilà, avoir cette espèce de danse de Saint-Guy où on fait 3 fois le tour du monde par année, voilà, c'est quelque chose qui est vécu positivement. Il y a certainement une question voilà, de culture peut-être à se transformer. Alors là, je prends l'exemple de mon propre domaine professionnel, qui est le domaine académique, mais on pourrait certainement faire le même exercice dans bien d'autres domaines. Donc voilà, c'est un constat sans appel, hein, pour pouvoir susciter voilà, pour atteindre la neutralité carbone, plutôt, ben, on ne peut pas se contenter simplement voilà, de l'amélioration des systèmes de transport, le passage à l'électrique. Il faut aussi travailler sur la demande. Et là, je fais peut-être une petite parenthèse. Je pense que c'est assez intéressant parce que finalement, dans le débat politique, moi, je suis souvent frappé de voir on a des tenants, hein, de l'action sur la demande, d'autres plutôt sur l'offre en améliorant voilà, les systèmes technologiques. En fait, ce qu'on voit, c'est que si on prend au sérieux les objectifs de neutralité carbone contenus dans l'accord de Paris, on a besoin des deux. Il n'y a pas à opposer des mesures liées à l'électrification du parc automobile, par exemple, à des mesures liées peut-être voilà, essayer de faire baisser le nombre de kilomètres parcourus par personne et par jour, ou à favoriser l'utilisation du train plutôt que de la voiture sur de longues distances. Donc voilà un constat. C'est un constat qu'on avait aussi fait. Là, je vous mets ce slide, là, c'est un petit clin d'œil sur un travail qu'on avait fait il y a quelques années dans le cadre de la COP 21, où voilà, on avait développé 3 scénarios de mobilité. On l'avait fait pour la France, et où on voyait qu'en fait, ben voilà, seul le dernier, le scénario proxy mobilité, permettait d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Dans ces 3 scénarios, il y avait une bonne dose de passage à l'électrique, il y avait du report modal, et puis il y avait une bonne dose, non, il y avait une bonne dose de passage à l'électrique dans ultramobilité, il y avait en plus une bonne dose de report modal dans altermobilité, et puis en plus encore des modes de vie qui sont davantage tournés vers la proximité dans le troisième, et ce n'est effectivement que dans le troisième de ces 3 scénarios qu'on arrivait à atteindre l'objectif de neutralité carbone. Peut-être pour terminer mon propos, je veux pas faire trop long. Je voulais juste revenir sur ce constat qui a été effectué par les chercheurs britanniques Creswell et Hadday, qui disent dans le fond, voilà, il y a une espèce de peur dans le monde entier de se lancer dans des politiques qui viseraient à travailler sur la demande de mobilité. Et c'est pour ça que finalement, on se contente voilà, d'essayer de rendre les systèmes existants moins polluants. Des résultats qu'on a pu développer à travers plusieurs recherches en Suisse romande ces dernières années montrent que la population, en tout cas une partie de la population, est prête à faire le pas du report modal, voire de l'évitement des déplacements, et que donc, d'une certaine manière, on ne peut pas faire l'exercice pour tous les pays, hein, comme l'a fait Creswell et Hadday. Enfin, on pourrait le faire pour tous les pays,
on ne l'a pas fait pour tous les pays, mais ça montre qu'il y a peut-être davantage de marge de manœuvre pour agir qu'on ne l'imagine. Je vous fais juste peut-être cette petite démonstration avec cette typologie, et puis j'en aurai fini pour mon propos. On pourra ouvrir voilà, le chapitre des questions. Donc cette typologie, elle vise à identifier pour chaque personne, enfin pour les usagers des systèmes de transport que nous sommes toutes et tous, quels sont finalement les ressorts de nos usages, hein, en fonction de quels critères est-ce qu'on utilise les différents moyens de transport. Donc moi, c'est un travail que j'avais développé dans ma thèse de doctorat il y a bien longtemps, puis que j'ai poursuivi depuis, ce qui permet aussi d'avoir des évolutions temporelles. Donc, on peut identifier dans la population vaudoise ou lausannoise ou genevoise ces 8 types. Donc, vous voyez qu'ils sont assez différenciés. Donc, les 2 premiers, automobilistes exclusifs, c'est des personnes qui utilisent l'automobile par réflexe dans leur vie quotidienne, ne se posent effectivement pas la question du report modal, voilà, l'usage par réflexe de la voiture. Le deuxième type, c'est des personnes qui ont une nette préférence à l'utilisation de l'automobile ou de la moto pour leur déplacement dans la vie quotidienne et qui se reportent vers l'utilisation d'autres moyens de transport uniquement s'il y a une contrainte à l'usage de l'automobile. Les 2 suivants, les comparateurs d'efficacité et comparateurs de confort, c'est des personnes qui n'ont pas de préférence à l'égard d'un mode particulier, mais qui sont assez rationnels en fonction de la minimisation des temps de déplacement ou des prix pour les comparateurs d'efficacité. Et puis, la maximisation du confort pendant le trajet pour les comparateurs de confort. Ce type-là, il est monté en puissance ces dernières années et il est lié au fait que de plus en plus, nous utilisons des objets connectés en nous déplaçant. Donc, effectivement, quand vous êtes installé confortablement dans un métro ou dans un train, vous pouvez être sur les réseaux sociaux, vous pouvez répondre à des mails, etc. Et donc, voilà, donc ce confort est aussi associé à cette recherche de confort est aussi associée à ça. Après, vous avez 3 types qu'on a appelés de prédisposés, donc des personnes, vous aviez le deuxième type, là, le prédisposé au mode individuel motorisé, donc qui préfèrent utiliser la voiture et la moto plutôt que d'autres moyens de transport. On a d'autres voilà, types de prédispositions. Prédisposés au mode individuel, donc des personnes qui sont attachées au caractère individuel du mode, c'est-à-dire le fait de voyager en commun, le fait d'être associé à des lignes et à des horaires comme on l'est en transport en commun, est quelque chose qui ne leur est pas cher. Et donc, il pourrait par contre tout à fait être usagé du vélo électrique plutôt que de la voiture, dans la mesure où c'est des modes individuels. Prédisposé au mode alternatif à la voiture, donc des préférences qui va vers les transports publics, le vélo et la marche. Et puis le dernier type des prédisposés au mode actif, c'est des personnes qui essayent de privilégier le plus possible la marche et le vélo dans leur vie quotidienne, et notamment pour des questions liées à l'exercice physique. Puis on a un dernier type qui est d'une nature un petit peu différente, des personnes qui ont des valeurs environnementales fortes et qui cherchent à être cohérents avec ses convictions. Ça ne veut pas dire que dans les autres types, on n'a pas de convictions, notamment environnementales, mais disons là, on les place vraiment dans ce groupe en priorité voilà, par rapport au comportement de déplacement que l'on développe. Donc, ce que je voulais vous montrer, puis je termine avec ça, c'est le poids que représentent ces différents types dans les grandes agglomérations voilà, qui nous entourent. Alors, agglomérations genevoises, lausannoises et bernoises qu'on a eu l'occasion d'étudier à de multiples reprises. Ça, c'est des données qui datent de 2019. On a refait une enquête plus récemment qui est en cours de dépouillement, où vous voyez en fait que les types d'automobilistes, les 2 premiers, automobilistes exclusifs et prédisposés au transport individuel motorisé, ils représentent un tout petit pourcentage de la population, sachant que c'est un échantillon représentatif de la population active, là, que vous avez sous les yeux. Et que par contre, effectivement, vous voyez, d'autres types sont extrêmement bien représentés. Donc, on pourrait conclure en faisant référence aux travaux de Hadé et Creswell que probablement, il n'y a pas de raison d'avoir
peur de se lancer dans des politiques visant le report modal en particulier. Une large part de la population y est tout à fait ouverte. Et c'est quelque chose qui a changé durant ces 20 dernières années. Si je vous montrais le tableau issu de ma thèse de doctorat, avec la même typologie et qui est basée sur des données qui datent de 1993, vous verriez que les automobilistes exclusifs et les prédisposés au transport individuel motorisé, si on prend l'exemple de Lausanne dans lequel j'avais mené l'étude, ben, ils représentaient de façon cumulée à peu près 35 à 40% de l'échantillon. Donc on a eu vraiment un changement assez profond des dispositions à l'égard de l'usage des moyens de transport dans la vie quotidienne sur une trentaine d'années. Et je crois qu'à l'heure où il faut prendre des mesures pour tenter d'atteindre cette neutralité carbone, pour tenter de décarboner les systèmes de mobilité, il est urgent et très important de s'en souvenir. Voilà, je m'arrête là. Je crois, voilà, il est presque 25, donc j'espère que je suis à peu près dans les temps. Merci pour votre attention. Nouria Medir Benito est diplômée en ingénierie civile spécialisée en transport de l'École polytechnique de Catalogne. Forte de 15 années d'expérience, elle a d'abord œuvré au sein de cabinets de conseil avant de rejoindre l'administration publique. Actuellement au service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics de la ville de Lausanne, elle encadre une équipe de 20 collaborateurs et collaboratrices spécialisés dans la mobilité. Parfait. Alors, moi, je vais parler d'un cas concret, celui de la ville de Lausanne. Donc, à la ville de Lausanne, il y a un plan climat qui a été rédigé en 2019-2020 et approuvé en 2021 et qui est assez ambitieux, je dirais, en comparant avec des autres villes et qui porte un objectif important pour la mobilité, qui est les émissions directes à zéro à 2030. Voilà, donc le plan climat forcément a commencé par faire un état de lieu des émissions totales de CO2 à Lausanne. Voilà, ça n'a pas trop de différence de ce qui est habituellement produit par les cantons ou pour la Suisse. Donc, on a ces bilans. Donc, on a presque 14 tonnes de CO2 émis si on prend direct et indirect au complet. Puis, si on prend les directs, c'est 3,3. Et puis, c'est sur ces émissions directes que le plan climat a fixé des objectifs quantitatifs. Donc, c'est vraiment sur les émissions directes qu'on va travailler d'abord. C'est aussi plus simple, c'est très complexe déjà à quantifier les émissions indirectes, mais encore plus de quantifier l'effet des mesures sur ces émissions indirectes. Donc, notre objectif mobilité à 2030, c'est zéro émission directe, donc zéro véhicule thermique à cette date. Donc, vraiment, on est sur l'improve, que disait Vincent Kaufmann, donc vraiment l'amélioration du système automobile. Mais on ne va pas en rester là. Donc ça a été le titre qui a été surtout repris par la presse, on va dire en synthèse. Mais en fait, on va aussi travailler sur les shifts, sur les reports modaux, et on a des objectifs forts de reports modaux. Aujourd'hui, en 2015, c'est la base, les repères qu'on a pris comme base. On avait 35% des parts modales en transport individuel motorisé, donc que ce soit le conducteur, les passagers de la voiture ou les motos. Ça veut dire que les habitants lausannois, ils réalisent 35% de leur déplacement en transport individuel motorisé. Et puis, on voudrait réduire ça d'ici à 2030 à 15% uniquement. Voilà. Et cela en augmentant principalement de manière très importante les vélos, qui étaient à moins de 2%, c'était à presque 2% en 2015, en l'augmentant à 15% à 2030 et en augmentant également les transports publics et la marche à pied. Ce qui est intéressant à Lausanne, comme ville suisse, c'est qu'on a une part modale de la marche à pied très élevée, si jamais. Les 42% qu'on avait en 2015, maintenant, dernier micro-recensement, elle a déjà augmenté à 43 et quelques. C'est un record en Suisse. Il n'y a pas tellement d'autres villes où des villes moyennes, grandes, où les habitants marchent autant. Voilà. Et on a aussi un tout petit peu travaillé sur la diminution des kilomètres parcourus. Donc, on a estimé à 2030 notre objectif de kilomètres totaux
qu'on souhaiterait que nos habitants réalisent et avec quel mode. Et puis, comme vous voyez, il y a quand même une légère diminution des kilomètres totaux parcourus par les Lausannois, alors que on a une augmentation des habitants qui est prévue sur le territoire, une densification qui est prévue assez importante. Pourquoi ça? Parce qu'on a aussi adhéré à ces concepts dont a parlé Vincent Kaufmann de la ville d'Icardaire, c'est-à-dire de la ville de proximité. Voilà. Par contre, je ne vais pas m'atteler sur les mesures liées à ces concepts qui sont plutôt dans le cadre de l'urbanisme et qui vont être aussi un peu plus lentes à être implémentées et qu'on va tarder à en voir les résultats. Parce qu'il est quand même très complexe de changer le tissu urbain bâti et les affectations pour pouvoir dire que dans tous les quartiers, il sera possible de réaliser toutes ces activités quotidiennes dans un quart d'heure de marche. C'est vers quoi on veut tendre et on va travailler dans cette direction-là, mais forcément, les changements, il est lent. Par contre, on va beaucoup travailler sur ces reports modaux. Voilà, donc on doit agir sur plusieurs aspects de la chaîne de déplacement, sur les différents modes. Donc, pour les transports en commun, on a déjà des projets qui sont lancés depuis plusieurs années. Donc, on a le tram qui est maintenant en chantier, par exemple, qui est une mesure du projet d'agglomération et qui va être mise en service en 2026. Mais on a aussi un projet d'une nouvelle ligne de métro, la M3, qui irait jusqu'à la Vlecherette, et plusieurs lignes de bus qui passeraient à être des bus à haut niveau de service, donc des bus qui auraient des bonnes cadences, un bon confort et une bonne vitesse de progression. Voilà. On veut vraiment créer un réseau de transport public qui soit efficace, mais aussi confortable. Et puis aussi, on doit augmenter l'offre de ces transports publics. On ne doit pas rester que sur les lignes actuelles. On doit également renforcer les réseaux avec la création de nouvelles liaisons pour que des quartiers qui aujourd'hui doivent toujours faire un changement dans le centre-ville pour aller vers un autre quartier puissent avoir une liaison plus directe grâce à de nouvelles lignes tangentielles. Et puis, enfin, on vise aussi une offre pour les transports publics à 100% électrique. Donc là, vous avez déjà les premiers exemples des réalisations. Notamment, il y a la ligne IN qui arrive à l'EPFL maintenant, qui est un trolleybus à batterie. Et c'est aussi ça qui a permis de prolonger cette ligne de manière plus rapide que sans devoir construire la ligne aérienne, qui est un des projets assez complexes. Et puis, on a des nouveaux bus électriques sur la ligne 24. C'est la ligne qui parcourt les bords du lac à Lausanne. On travaille aussi de manière importante sur la mobilité active, à pied ou à vélo. Donc, comme je dis, c'est vraiment sur le vélo pour qu'on veut capter de nouveaux usagers pour faire des reports modaux depuis la voiture. On veut multiplier par 7 le nombre de kilomètres parcourus d'ici à 2030 à vélo. Et pour ça, on a besoin de développer massivement le réseau cyclable. Donc, on veut vraiment que depuis chaque quartier, on puisse aller avec un itinéraire complètement sécurisé et prioritaire vers le centre-ville ou vers les autres grands points attracteurs de la ville, comme la gare. On doit aussi, pour cela, aussi encore améliorer le stationnement vélo. On sait qu'à plein d'endroits dans le centre-ville, notamment, et dans les quartiers les plus denses, il manque encore du stationnement. Et puis, pour les déplacements à pied, on est déjà, comme je disais, assez dans cette habitude-là pour les Lausannois, mais il faut continuer à la renforcer. Donc là, c'est plus dans le détail pour la partie piétonne. On travaille sur les traversées piétonnes, les assises, c'est-à-dire les bancs qu'on trouve sur nos itinéraires, et aussi on travaille beaucoup sur les zones piétonnes et les zones de rencontre, c'est-à-dire les secteurs où on priorise vraiment la marche par rapport aux autres modes de déplacement, et puis en plus on peut marcher de manière agréable, on flâne plutôt que faire un déplacement, on va dire, pendulaire rapide. Pour les vélos, à l'heure actuelle, on a 126 km d'aménagement ou de voiries adaptées à faire du vélo.
On a réalisé l'année passée 5,5 km. Ça paraît des petits chiffres, mais pour la taille de la ville de Lausanne, c'est quand même important. Au niveau du stationnement vélo, juste l'année passée, on a augmenté de plus de 900 places le nombre des places, donc les arceaux qu'on a sur le domaine public. Et puis aussi, fin de l'année passée, en janvier de cette année, on a lancé un projet pilote de VéloBox. C'est des stationnements vélo sécurisés qui se fait sur domaine public, qui sert à pallier au fait que certaines personnes qui sont surtout des locataires ne disposent pas d'un espace sécurisé de stationnement du vélo à leur domicile. Et puis ça, c'est un frein important à l'usage du vélo, surtout à Lausanne où on veut où les gens s'équipent très souvent des vélos électriques. Si on ne peut pas le garder de manière sécurisée la nuit, puis qu'il est aux aléas de la météo toute l'année, c'est un frein très fort à l'achat de ces moyens de transport. Donc, on est en train de développer ces projets pilotes de VéloBox cette année. On va évaluer ça et puis, en fonction des résultats, sûrement poursuivre. On travaille aussi sur des éléments de détail, comme par exemple les pompes à vélo, les tournes à droite au fer rouge qui sont autorisées. Il s'agit vraiment de créer une ville où il est facile de se déplacer à vélo, où on se dit, ah mais en fait, je peux le faire moi aussi, même si jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas fait. Voilà. Et on peut le faire aussi avec des enfants, qu'on n'ait pas peur de circuler à vélo sur la majorité des axes lausannois. Pour la marche à pied, aussi quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, on a 5 km des zones piétonnes. On travaille aussi beaucoup sur les zones de rencontre. Donc les zones de rencontre, c'est des zones où la vitesse est limitée à 20 km/h et les piétons ont la priorité sur tout l'espace, voilà, pour circuler. On a aussi beaucoup travaillé sur les ascenseurs. Ici, vous avez une photo d'un de nos nouveaux ascenseurs dans le quartier de Sévelan. La ville de Lausanne a la particularité de sa topographie et on essaye d'éviter que cette topographie ne soit pas une limite ni à la marche ni au vélo. Et pour cela, on doit construire des ascenseurs, des passerelles et éventuellement aussi des passages inférieurs. Donc, c'est quelque chose qui est assez coûteuse, qui nécessite pas mal d'investissement, mais pour laquelle on continue à travailler aussi. Puis, comme je disais, il y a aussi les assises, donc tout ce qui est les bancs. Ici, sur la photo, c'est plutôt des bancs de pique-nique, mais on travaille aussi beaucoup pour l'intégration des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. Il est très important que lorsqu'on fait un parcours de marche, si on veut aller de notre quartier au centre-ville en 15 minutes, ce qui est faisable depuis une grande partie des quartiers lausannois, pour certaines personnes pour lesquelles ce déplacement il est difficile, il est vraiment important de trouver des bons relais sur le chemin pour pouvoir faire une petite pause. Voilà. Et on travaille vraiment sur une amélioration continue de nos aménagements avec les avancements des trottoirs. Donc aussi, ça, c'est très important pour les personnes à mobilité réduite ou pour les poussettes, pour les mains courantes dans les escaliers, les passages piétons qui sont régulés avec des faits, prioriser les piétons et les transports publics par rapport aux transports individuels motorisés. C'est vraiment des petites améliorations qui se font de manière continue sur tout le territoire de la ville. Par rapport au transport individuel motorisé, donc comme je dis là, on vise le tout électrique. Il faut savoir que le cadre légal suisse ne permet pas d'interdire les véhicules thermiques à ce stade et sûrement que ça ne va pas être possible de le faire non plus à 2030. Donc, on est en train de travailler beaucoup sur l'incitation à l'électrique. C'est pour ça qu'il y a des bornes de recharge sur le domaine public qui sont en train d'être installées. On essaye de travailler pour que ces bornes de recharge soient principalement à destination aussi plutôt des locataires, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas s'installer une borne de recharge chez eux, déjà de une parce qu'ils n'ont pas de place de parc ou de deux parce qu'ils ne sont pas propriétaires du bâtiment et puis que les propriétaires ne veulent pas réaliser cet investissement. Donc ça, c'est par rapport à l'amélioration du système automobile, on va dire, qui est déjà bien engagé avec les nouvelles immatriculations qui diminuent de plus en plus le nombre de véhicules essence et diesel et où le nombre d'immatriculations nouvelles augmente chaque année à la partie des électriques. Mais il faut savoir qu'on ne vise pas uniquement de passer au tout électrique, on veut vraiment faire ces reports modaux vers les autres modes et donc donner aux habitants et habitants de Lausanne la
possibilité de se déplacer d'une autre manière et donc les encourager aussi à laisser la voiture. Et diminuer de moitié le taux de motorisation des ménages lausannois est un objectif très important qui a été aussi fixé. Donc, en 2019, on avait 357 voitures par 1000 habitants et puis on vise en 2030 185 voitures par 1000 habitants. Voilà. Et ça passe par l'encouragement aussi de la mobilité partagée. Sur Lausanne, on a un acteur principal qui est Mobility, avec lequel on travaille et auquel on facilite l'installation de nouvelles véhicules sur notre territoire afin que toutes les personnes qui, dans son jour à jour, n'ont pas besoin de la voiture, les jours où exceptionnellement ils ont besoin de la voiture, ils puissent aussi y avoir accès. Et tout ça, c'était les objectifs pour les Lausannois. Toutes nos mesures qu'on met en place, en grande partie pour nos habitants. Après, ça va bénéficier aussi les gens qui viennent travailler et les gens qui viennent visiter la ville. Mais on veut aussi agir sur le trafic qui vient du reste de l'agglomération et qui rentre et sort de Lausanne. Et là, on s'est mis un objectif chiffré de réduire ce trafic qui rentre et sort de la ville de 25% à 2030 par rapport à notre dernière campagne de comptage de l'époque qui était 2017. Pour cela, on veut surtout agir sur le trafic de transit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que des gens qui habitent dans une commune de l'Ouest et qui travaillent dans une commune de l'Est fassent un déplacement en voiture en transitant pour tout le centre-ville de Lausanne, parce que ce type de trajet, ça n'apporte rien de positif à la ville, ça n'apporte que les effets négatifs du trafic. Et puis, en cohérence avec tout ça, on doit aussi mettre en place des mesures coercitives. Donc, comme M. Kaufmann il a cité, rendre le stationnement payant, c'est quelque chose sur laquelle on travaille, mais on travaille aussi sur diminuer le nombre de places de stationnement sur le domaine public. Ce n'est pas simplement en tant que mesure coercitive, mais c'est aussi parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire d'autres choses sur cet espace public. Si le domaine public, si on veut créer un aménagement cyclable, la plupart des fois, ça passe par supprimer des stationnements. Si on veut pouvoir planter des arbres et déperméabiliser le sol pour travailler aussi sur l'atténuation des effets du plan climat, on doit aussi supprimer des places de stationnement. Donc, on a vraiment aussi cet enjeu, c'est dans chaque nouveau projet d'aménagement qu'on réalise, on va essayer de le réaliser de manière à adapter aux conséquences du plan climat, essayer d'éviter les îlots de chaleur. Et donc, dans ces cadres-là, très souvent, on doit supprimer des places de parking, des places de parcs pour donner place à autre chose. Et puis, pour terminer, quelques exemples. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si tout le monde qui est là connaît la ville de Lausanne, mais c'est un petit exemple sur des rues de quartier, les rues Claude Bulle et près du marché, où avant, on avait des rues parking. C'était vraiment des stationnements des deux côtés. Et aujourd'hui, on a une zone piétonne avec un sol perméable et avec des bancs, de la végétation, des arbres. Vraiment, ça a été un grand changement. Et puis, un autre exemple, plus focalisé sur le stationnement, donc la place centrale, vraiment à l'hypercentre de la ville de Lausanne. Cette place centrale comptait pas mal de places des voitures et créait beaucoup de trafic de trafic de recherche des places. Donc, même s'il était tout le temps plein, il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour de ce site à la recherche d'une place de stationnement. Donc, ici, on a supprimé ces places de parc et on a créé un aménagement transitoire. Ce n'est pas un aménagement définitif parce que malheureusement, on ne peut pas intervenir dans toute la ville au même temps de manière profonde. Donc ici, ça a été un aménagement, un urbanisme tactique qu'on appelle, pour pouvoir quand même donner un autre usage à cet espace. Et puis, en dernière, un projet qui est aujourd'hui en chantier. Donc, la photo de l'avant, c'est avant que le chantier ait démarré. C'est sur la route des Chalands, à côté du parc de Valency. Aujourd'hui, c'est un chantier, puisqu'on trouvera à futur, c'est plutôt que cette route qui avait 4 voies de circulation, plus la voie d'ILEP au milieu, il n'y aura que des voies de circulation in par sens, avec les rébus qui sera localisé au milieu pour donner vraiment l'importance à cette interface transport public du quartier, et puis vraiment une végétalisation très abondante avec un nombre important d'arbres à nouveau qui seront plantés.
Voilà, donc pour vous donner un petit peu quelques exemples de comment on travaille, vraiment nous, notre focus du service dans lequel je suis, c'est le report modal. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup.